Notre voyage aérien en Angleterre débutera dans l'estuaire du Humber, le long des plages du Cap Spurn. Après avoir survolé l'un des plus longs ponts suspendus du monde, nous ferons route vers la centrale électrique de Drax. À York, nous admirerons la vieille ville et l'une des plus belles cathédrales d'Europe. Puis nous visiterons le château Howard, l'un des principaux décors du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Nous nous rendrons ensuite dans l'une des principales stations balnéaires de la côte du Yorkshire, Scarborough. Une fois passés les North York Moors, l'étape suivante sera le château de Pickering, construit au XIe siècle. Notre voyage s'achèvera à Wildale Moor, où une étrange route pose un casse-tête insoluble aux archéologues. Voici l'estuaire du Humber. Il se forme au confluent des rivières Ouse et Trent, puis s'écoule sur une soixantaine de kilomètres avant de se jeter dans la mer du Nord. Il marque la frontière historique entre le Yorkshire et le Lincolnshire. Il a longtemps été une cible pour les envahisseurs, notamment au 5e siècle, quand la peuplade germanique des Angles a débarqué ici. Les fortifications établies sur son littoral ont joué un rôle vital jusqu'au XXe siècle. Le fort de Bull Sand a été construit pendant la Première Guerre mondiale pour empêcher les sous-marins allemands de s'infiltrer dans l'estuaire. Il a été bâti à 2,5 km de la côte, sur 2 piles d'acier enfoncées au fond de la mer. Comme sur un navire, le blindage en acier devait être régulièrement repeint pour le protéger de la rouille. Le Cap Spurn est tout proche. Ses rivages de sable et de galets s'étirent sur 5 km. C'est une destination particulièrement prisée des ornithologues amateurs et des chasseurs de fossiles. Par endroits, la langue de terre ne fait que 50 mètres de large. Cette réserve naturelle a la réputation d'être le meilleur endroit du Royaume-Uni pour observer les oiseaux migrateurs. Un rappel de la puissance de la mer du Nord et de l'histoire tourmentée de la Grande-Bretagne s'affiche un peu plus haut sur la côte. Les experts estiment que la falaise recule d'1 à 2 mètres par an. Et peu à peu, l'érosion détruit ces bunkers de la Première Guerre mondiale. Si, comme les prévisions l'annoncent, le niveau de la mer continue de s'élever, ils finiront totalement engloutis. Le Cap Spurn s'est formé grâce à une accumulation de sédiments charriés par les courants de la mer du Nord. Son phare, construit en 1895, est surnommé la Haute Lumière. Son prédécesseur, la Basse Lumière, a aujourd'hui les pieds dans l'eau. C'est le premier phare d'Angleterre à avoir été mentionné par écrit dans un texte de 1427. Beaucoup plus moderne, un autre grand ouvrage relie les hommes de la région. Pendant plus d'un siècle, les habitants ont réclamé une liaison entre les deux rives de l'estuaire. C'est aujourd'hui chose faite. Après plus de 10 ans de préparatifs et de travaux, le pont du Humber a été ouvert à la circulation en 1981. Avec sa travée centrale de 1410 mètres, c'est l'un des ponts suspendus les plus longs du monde. Ces pylônes montent à plus de 150 mètres au-dessus du niveau de l'eau.
Plus de 70 000 km de fils métalliques ont été tressés pour porter la structure de béton et d'acier, ses 4 voies de circulation et ses couloirs piétonniers. Passé les vasières et les bancs de sable de Lumber, nous rejoignons notre prochaine destination, Carlton Towers, au cœur de la campagne du Yorkshire. L'extérieur, façonné au XIXe siècle, est caractéristique du style néo-gothique. Mais les fondations sont bien plus anciennes. C'était l'ancienne demeure des Stapleton, une illustre famille issue de la noblesse irlandaise. La construction de la maison d'origine commence en 1614. Elle compte 3 étages et son jardin s'étend sur 100 hectares. D'importantes transformations ont été effectuées dans les années 1870. La demeure appartient aujourd'hui à Lord Gerald Fitzalan Howard. Plus récente, mais non moins impressionnante, la centrale électrique de Drax est la plus grande centrale thermique au charbon du Royaume-Uni. Ses tours de refroidissement et sa cheminée de 260 mètres surplombent la ligne d'horizon du Yorkshire. Elle brûle 36 000 tonnes de charbon et génère près de 7% de l'électricité du Royaume-Uni. C'est l'une des centrales à charbon les plus efficaces du monde. Mais c'est aussi la plus importante source d'émissions de dioxyde de carbone du pays. Pour répondre aux directives européennes sur les émissions de gaz à effet de serre, d'autres combustibles issus de la biomasse sont aujourd'hui utilisés pour fournir de l'énergie. Cette conversion partielle aux énergies renouvelables a soulevé une polémique. La centrale brûlera bientôt 7,5 millions de tonnes de bois et autres végétaux. Mais 90% seront en provenance des États-Unis et du Canada. De plus, la combustion du bois engendre elle aussi une forte production de dioxyde de carbone. La vieille ville d'York offre un contraste saisissant. Le site est habité depuis le néolithique, mais la ville n'a réellement vu le jour qu'avec l'arrivée des Romains. L'agencement des rues établi à l'époque est encore visible. Le château a été édifié plus tardivement, au XIe siècle. Au milieu du XIIIe siècle, sous la menace d'une invasion écossaise, Henri III l'a fait reconstruire en calcaire blanc. Le nouveau donjon de pierre est aujourd'hui appelé la tour de Clifford. Le château a longtemps été utilisé comme prison. Il abrite à présent l'un des musées d'histoire les plus réputés du pays. La cathédrale constitue l'autre grand site historique d'York. Elle se trouve au cœur de la vieille ville. L'édifice gothique que nous voyons aujourd'hui a été érigé sur une basilique romaine et les fondations d'une cathédrale normande. Sa construction a été un processus long et complexe. Les premiers travaux ont commencé au début du XIIIe siècle et n'ont été totalement achevés que 250 ans plus tard. La cathédrale normande a été méthodiquement démantelée pour permettre les ajouts successifs. Aucune autre cathédrale britannique ne possède un tel nombre de vitraux médiévaux. Mais ce n'est pas le seul bâtiment de la ville à avoir été bâti sur des fondations romaines. Les remparts d'York sont les mieux préservés d'Angleterre. Ils ont été construits entre le XIIe et le XIVe siècle sur des ruines romaines. Ils comptaient 4 portes principales, 6 portes secondaires et 44 tours intermédiaires. Ils mesuraient plus de 3 km et encerclaient le château et le centre-ville. Au début du XIXe siècle, les remparts avaient perdu leur utilité et gênaient l'expansion de la ville. Malgré de vives oppositions, des démolitions partielles ont eu lieu. Une cinquantaine d'années plus tard, près de 300 mètres de remparts avaient été abattus. Mais depuis, ils ont été restaurés
et constitue aujourd'hui l'une des plus grandes fiertés de la ville. La suite de notre visite nous mène aux ruines de l'abbaye Sainte-Marie d'York. Le monastère d'origine a été fondé en 1055. Pendant près de 5 siècles, Sainte-Marie d'York a été la plus riche et la plus puissante abbaye du nord de l'Angleterre. En 1539, suite à la dissolution des monastères par Henri VIII, elle a été convertie en palais, avant de tomber progressivement en ruine. La gare d'York, en revanche, a conservé toute sa splendeur d'origine. Quand elle a ouvert ses portes, en 1877, c'était la plus grande d'Angleterre. Dans les années 1850, York était desservie par 13 trains par jour. En 1910, ce nombre était passé à 350. Le toit bombé, long de 240 mètres, a été qualifié de monument à la gloire de l'extravagance. Et la présence d'un hôtel de luxe adossé à la gare vient compléter ce tableau somptueux. Nous laissons York derrière nous pour rejoindre un chef-d'œuvre d'architecture baroque, le château Howard. Sa construction a commencé en 1699, mais il a fallu attendre près d'1 siècle avant qu'il ne soit totalement achevé. Le dôme central ne faisait pas partie du projet d'origine. Il a été ajouté alors que la construction était déjà bien avancée. Le château se divise en 2 ailes distinctes. Elles ont été construites à des années d'écart, avec des approches architecturales très différentes. Le château Howard est connu pour avoir accueilli les tournages de Lady L de Peter Ustinov et Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Le jardin à la française accueille des pans et au milieu de sa fontaine centrale trône une statue d'Atlas, le titan condamné par Zeus à soutenir la voûte céleste. Le parc à l'anglaise est une évocation de l'Antiquité romaine. Cette rotonde, construite en 1729, est le mausolée familial. Horace Walpole, un célèbre écrivain et esthète britannique, était en admiration devant ce bâtiment. Il donnerait presque envie d'y être enterré vivant, disait-il. Passé le pont de modèle romain, nous voilà au Temple des 4 Vents. Ces plans ont été réalisés en 1724 par l'architecte Sir John Vanbrugh. Terrassé par une crise d'asthme, il n'a pas pu assister à l'achèvement des travaux 12 ans plus tard. Ce temple a été construit au plus fort du néo-palladianisme, un courant artistique épuré, sobre et géométrique, en réaction à la vogue baroque. D'abord appelé Temple de Diane, son architecture s'inspire de la Villa Rotonda, construite en 1571 en Vénétie. À l'image du château Howard, il évoque la splendeur et la grandeur d'une certaine Angleterre. Sur ce site archéologique, les ruines de l'église sont les seules encore debout. Des quelques 3000 villages médiévaux abandonnés que compte la Grande-Bretagne, aucun n'a été l'objet d'autant d'études et d'interrogations que Warham Percy. Vu d'en haut, on devine l'existence d'anciens chemins et l'emplacement de maisons. Le village a prospéré du XIIe au XIVe siècle, avant de décliner et d'être totalement déserté aux alentours de 1500. Pendant des années, les gens ont cru qu'il avait été abandonné à cause de la peste noire. Mais les recherches ont établi qu'en réalité, le propriétaire de ces terres avait expulsé les habitants. Il a transformé leurs champs de céréales en pâturage pour moutons, plus rentable. Nous survolons les champs du Yorkshire pour rejoindre l'une des principales destinations touristiques de la région,
la station balnéaire de Bridlington. Jusqu'au XIXe siècle, cette ville côtière a surtout vécu de la pêche. Bridlington tient encore une place importante dans l'économie locale, mais le tourisme est devenu son activité principale. Il s'est développé grâce à l'essor industriel des autres villes de la région. Les familles ouvrières venaient en train pour profiter du bord de mer. Les premiers visiteurs de Bridlington auraient bien du mal à reconnaître la ville aujourd'hui. Les touristes ne viennent plus seulement pour les plages qui encadrent le port. Ils profitent aussi des magasins, des restaurants, des pubs et des manèges installés sur les quais. Autrefois, Bridlington était composé de 2 villages distincts. Le bourg, situé à un peu plus d'1 kilomètre à l'intérieur des terres, et le port. Ces 2 villages sont restés séparés jusqu'au XIXe siècle, quand l'arrivée du train a entraîné leur rapprochement et la naissance de la Bridlington moderne. Le long de la côte, vers le nord, le promontoire rocheux de Flamborough Head offre un spectacle impressionnant. Ces à-pics de 130 mètres se sont formés il y a entre 70 et 90 millions d'années, à une époque où les dinosaures régnaient encore sur la Terre. Ce phare, construit en 1806, est visible à plus de 30 km. Il jouxte la Tour de Cray, le plus vieux phare d'Angleterre érigé en 1674. Le martèlement de vagues a sculpté des grottes et des voûtes dans les falaises de Cray. Elle confère à cette partie de la côte son allure si particulière. Au cours des 35 années qui ont précédé la construction du phare actuel, 174 navires ont fait naufrage dans les environs. 2 importantes batailles navales ont eu lieu ici. La plus célèbre s'est déroulée en 1779, à l'époque de la guerre d'indépendance des États-Unis. Elle a opposé une escadre de navires américains, épaulés par des navires corsaires français, à 2 navires britanniques qui escortaient un convoi marchand. Les combats ont duré plus de 2 heures et se sont soldés par la capture des vaisseaux britanniques. Dans un registre plus bucolique, Flamborough Head est aussi un important site de nidification. Pendant les mois d'été, ces falaises rocheuses accueillent des dizaines de milliers d'oiseaux. Plus de 200 espèces ont été recensées au fil des années. Et depuis 1993, Flamborough Head a le statut de zone spéciale de conservation. La petite ville côtière de Filey se trouve légèrement plus au nord. La plage est longée par une promenade et un alignement de bungalows à louer. Des vacanciers ont commencé à fréquenter Filey dès le XVIIIe siècle. Ils venaient y chercher le calme qui faisait défaut à sa grande voisine Scarborough. Mais les 2 villes ont un point commun. Leur histoire est inextricablement liée à la mer. Dans les années 1780, on trouvait jusqu'à 1500 marins dans le port de Scarborough. Et au XIXe siècle, la ville était l'un des principaux centres de construction navale de la côte Est. Mais à l'époque médiévale, elle était renommée pour sa foire qui durait 45 jours. Elle accueillait alors des marchands venus de toute l'Europe et de l'Empire byzantin. Le vieux fort de pierre a été construit au XIIe siècle, sous le règne d'Henri II. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi de station d'écoute secrète.
Après la côte déchiquetée de l'est du Yorkshire, nous pénétrons plus à l'intérieur des terres, dans le parc national des North York Moors. Ces landes abritent quelques-uns des plus vieux arbres d'Angleterre. Certains auraient plus de 1000 ans. Le parc s'étend sur plus de 1400 km². Sa bruyère, qui couvre un tiers de sa superficie, est l'une des plus étendues du Royaume-Uni. Aux limites de la lande, la petite ville de Pickering est surplombée par un château médiéval. À l'origine, c'était un fort en bois bâti au XIe siècle sous Guillaume le Conquérant. Un siècle plus tard, il a été reconstruit en pierre, sur ordre du roi Henri II. Pickering est aussi le terminus de l'un des trains touristiques les plus populaires du monde. Sa ligne, créée dans les années 1830, circule sur une trentaine de kilomètres à travers le parc national. Ce train a bénéficié d'une énorme publicité au début des années 2000, quand il a été utilisé pour le tournage du premier volet de la saga des Harry Potter. À quelques kilomètres de là, le village d'Appleton-le-Moors se niche au milieu des champs des North York Moors. Son agencement n'a pas changé depuis le XIIe siècle. Des maisons plus récentes ont remplacé les bâtiments d'origine, mais le village a conservé une grande partie de ses traditions. Certaines familles ont encore des droits de vaine pâture, et il n'est pas rare de voir des moutons se promener en liberté. Les haies qui délimitent les différentes propriétés remontent très probablement au système féodal. Nous atteignons maintenant la dernière étape de ce voyage. Au cœur des landes de Wildale Moor, une ancienne route se dessine. Les historiens ont longtemps pensé que la chaussée de Wade avait été construite par les Romains. Mais aujourd'hui, cette théorie est contestée. Certains universitaires sont convaincus qu'elle date du début du Moyen Âge. D'autres sont persuadés qu'elle a été construite par des hommes de Néandertal. Et les légendes locales soutiennent qu'elle a été créée par un géant nommé Wade. Quelle que soit son origine, c'est un symbole de la marche du temps. Et comme bon nombre de lieux et d'événements qui ont jalonné l'histoire de l'Angleterre, elle restera peut-être toujours nimbée de mystère.